Et si le futur de l'Algérie ne se jouait pas dans ses puits de pétrole, ni dans les salles feutrées des marchés énergétiques, mais dans une terre que le monde entier a longtemps jugée stérile, inutile, condamnée au silence du sable? Et si, pendant que certains débattent encore de rente, de dépendance et de cycle pétrolier, un autre destin était déjà en train de germer, lentement, patiemment, presque en secret, sous nos pieds brûlants? Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si toi aussi tu veux soutenir la souveraineté économique et agricole de l'Algérie, si tu refuses que notre avenir soit dicté uniquement par des barils et des cours mondiaux, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Parole d'Algérien et partage-la autour de toi. Ce simple geste, aujourd'hui, est déjà un acte de conscience. Et surtout, écris « souveraineté » en commentaire si tu crois, sincèrement, au potentiel de notre terre, à cette Algérie qui ne demande pas la charité du monde, mais sa reconnaissance. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, très peu en parlent. Et pourtant, ce projet discret, presque invisible dans le tumulte médiatique, pourrait bien tout changer. On nous a appris à regarder le Sahara comme une frontière. Une fin. Un vide. Une immensité immobile que l'on traverse sans jamais vraiment l'habiter dans l'imaginaire collectif. Une mer de sable figée dans l'éternité, bonne pour nourrir les récits exotiques, les cartes postales et les fantasmes d'Orient lointain, mais prétendument inutile pour nourrir une nation, encore moins pour structurer une puissance. Depuis des générations, ce regard s'est incrusté dans les consciences. Le désert serait l'antithèse de la vie, le contraire même de la prospérité. Comme si la fertilité ne pouvait exister que dans les vallées verdoyantes, les plaines tempérées et les climats dociles. Et pourtant, ce regard n'est pas neutre. Il est hérité d'une histoire où le Sahara a longtemps été perçu non comme un espace stratégique, mais comme une marge, un territoire à contourner plutôt qu'à comprendre. Car sous cette croûte brûlante que le soleil frappe sans relâche, loin du tumulte des villes et des discours politiques, dort l'une des plus grandes promesses géopolitiques du XXI siècle. Le Sahara n'est pas vide. Il est silencieux. Et ce silence est trompeur. Il recouvre des nappes phréatiques fossiles, vieilles de milliers d'années, des réserves d'eau douce accumulées à une époque où le désert était savane, où les pluies dessinaient un autre visage de l'Afrique du Nord. Des eaux qui ne demandent qu'à être comprises, gérées, respectées, et non simplement exploitées. À cela s'ajoutent des terres plates, immenses, libres de toute spéculation urbaine, dégagées des conflits fonciers complexes qui paralysent souvent l'agriculture dans d'autres régions du monde. Un espace presque intact, que l'histoire avait laissé en attente, comme si le temps lui-même avait suspendu son jugement, attendant que l'humanité soit prête à y lire autre chose qu'une fatalité. Et si le Sahara n'était pas un désert, mais une page blanche? Non pas une page vide, mais une page qui refuse d'être lue avec les vieux alphabets. Une page qui exige une autre grammaire du développement, une autre manière de penser la richesse, non plus comme accumulation rapide, mais comme projection patiente dans le temps long. Car cette terre longtemps ignorée, parfois méprisée, pourrait bien être en réalité la clé de notre affranchissement définitif de la dépendance alimentaire mondiale. Dans un monde où la nourriture devient une arme stratégique, où les chaînes d'approvisionnement se fragilisent au gré des crises climatiques, des conflits et des spéculations financières, produire ce que l'on mange n'est plus un simple choix économique, c'est un acte de souveraineté. Parce qu'un pays qui ne nourrit pas son peuple ne négocie jamais vraiment d'égal à égal. Il subit. Il compose. Il attend. Il ajuste ses positions selon les cargaisons qui arrivent ou non dans ses ports. Or l'Algérie, par sa géographie même, possède un paradoxe rare. Elle est à la fois méditerranéenne et saharienne, tempérée et extrême, agricole et minérale. Cette dualité, longtemps perçue comme une contrainte, pourrait devenir sa plus grande force si elle est pensée comme un équilibre et non comme une fracture. Ce n'est donc pas seulement une question d'hectares cultivables ou de mètres cubes d'eau disponible. C'est une question de regard. Regarder le Sahara non plus comme un poids, mais comme une responsabilité. Non plus comme une contrainte, mais comme une promesse. Et c'est précisément ici que commence ce projet dont presque personne ne parle, non pas parce qu'il est insignifiant, mais parce qu'il remet en cause trop de certitudes anciennes, trop de schémas hérités, trop de conforts intellectuels pour être immédiatement acceptés sans résistance. Dans le sud algérien, loin des plateaux télé, loin des discours politiques saturés de promesses recyclées, une autre Algérie est en train de naître. Une Algérie qui ne se raconte pas encore beaucoup, parce qu'elle ne s'exprime pas par des slogans, mais par des chiffres, des capteurs, des lignes de code et des systèmes silencieux qui transforment lentement le paysage sans bruit médiatique. Là-bas, sous le ciel implacable du désert, l'agriculture n'est plus archaïque, elle devient algorithmique. Elle ne repose plus uniquement sur l'intuition transmise de génération en génération,
mais sur une alliance nouvelle entre la terre et la donnée, entre la tradition millénaire de cultiver et la précision froide mais efficace de la technologie. Les champs ne sont plus simplement irrigués, ils sont pilotés. Des systèmes goutte à goutte intelligents distribuent chaque goutte d'eau selon un calcul précis, mesurant l'humidité du sol au centimètre près, adaptant en temps réel l'apport hydrique selon la température, la nature du sol, le stade de croissance de la plante. Ici, l'eau n'est plus gaspillée, elle est respectée, presque écoutée. Dans un pays où chaque mètre cube compte, cette gestion millimétrée devient une arme stratégique plus puissante que bien des discours diplomatiques. Au-dessus de ces terres, des drones survolent les parcelles, non pas pour surveiller, mais pour comprendre. Ils détectent les maladies avant même que l'œil humain ne puisse les percevoir, analysent la couleur des feuilles, la densité de la végétation, la répartition des stress hydriques. Ce qui autrefois nécessitait des semaines d'observation se fait aujourd'hui en quelques minutes de vol. La technologie ne remplace pas l'agriculteur, elle lui donne une vue élargie, presque surhumaine, lui permettant d'anticiper au lieu de subir. À cela s'ajoutent des données satellitaires croisées avec des modèles climatiques capables de prédire les variations de température, les risques de tempêtes de sable, les vagues de chaleur ou les anomalies pluviométriques. Ce ne sont plus seulement des cultures que l'on gère, mais des systèmes entiers, où chaque décision, quand planter, quoi planter, combien planter, devient le fruit d'une stratégie et non d'un pari. L'agriculture cesse d'être un jeu avec la nature pour devenir un dialogue avec elle, fondé sur la compréhension plutôt que sur la domination. Ce n'est donc plus une ferme au sens classique du terme. C'est une infrastructure stratégique au même titre qu'un port, qu'un réseau électrique ou qu'une base industrielle. Blé dur pour assurer la souveraineté céréalière. Fourrage pour soutenir l'élevage et réduire les importations. Légumineuses pour nourrir les sols autant que les hommes. Cultures industrielles pour alimenter les chaînes de transformation locales. Chaque hectare devient une pièce d'un puzzle national où l'agriculture n'est plus périphérique, mais centrale. Des dizaines de milliers d'hectares sont déjà en cours de mise en valeur, parfois dans des régions que l'on croyait condamnées à rester stériles. La logique est simple, mais révolutionnaire, transformer le Sahara en grenier. Pas pour exporter du blé demain et reproduire ailleurs les mêmes dépendances, mais pour ne plus jamais importer sous contrainte, pour ne plus subir les chocs des marchés mondiaux, pour que la sécurité alimentaire ne soit plus une variable ajustable, mais un pilier intangible de la souveraineté. Et pendant que certains pays se battent pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement à coups de traités et de bases militaires, l'Algérie, elle, commence à sécuriser son sol. Car celui qui contrôle sa nourriture contrôle une part essentielle de son destin. Mais une infrastructure, aussi puissante soit-elle, reste une coquille vide sans les humains qui la font vivre, la pensent, la défendent et la projettent dans l'avenir. Ils n'ont pas attendu l'État. Ni la perfection des conditions. Ni même l'autorisation symbolique de l'histoire pour commencer. Ils ne se sont pas réunis dans des amphithéâtres pour refaire le monde à coups de théorie, ni dans des cafés pour commenter indéfiniment ce qui ne va pas. Ils ont pris une décision silencieuse mais radicale, aller là où personne ne voulait aller, faire ce que peu osaient imaginer possible. Ce sont des ingénieurs agronomes, des techniciens, des hydrauliciens, des entrepreneurs, parfois même d'anciens étudiants désabusés par la lenteur des circuits classiques. Des jeunes venus d'Oran, de Sétif, de Batna, d'El Oued, mais aussi de villes plus petites, moins visibles, là où l'on apprend tôt que rien n'est donné, que tout se construit. Ils ont quitté les cafés, les concours administratifs à répétition, les files d'attente devant des bureaux impersonnels, et parfois même les rêves d'exil qu'on leur présentait comme seule issue raisonnable. Ils ont quitté le confort relatif de l'attente pour l'inconfort assumé de l'action. Non pas pour fuir leur pays, mais pour l'enraciner autrement. Pour planter dans le sable, littéralement, là où tout semblait refuser de pousser, comme pour prouver que le problème n'a jamais été la terre, mais le regard que l'on portait sur elle. Certains vivent aujourd'hui dans des bases agricoles au milieu de nulle part, à des heures de route de la moindre grande ville, sous un soleil qui ne pardonne pas l'improvisation. Sans confort. Sans réseaux sociaux omniprésents. Sans vitrine médiatique. Mais avec une vision. Une vision qui ne s'exprime pas en slogans patriotiques, mais en hectares aménagés, en systèmes d'irrigation fonctionnels, en cultures qui lèvent malgré les vents brûlants. Ils parlent de rendement, de stress hydrique, de cycle végétatif, de fertilisation raisonnée. Leur langage est technique, parfois froid, presque austère. Mais dans leurs yeux, on lit autre chose qu'une simple passion professionnelle, on y lit une revanche historique. Celle d'une génération qui refuse que son pays ne soit qu'un exportateur brut de ressources et un importateur éternel de produits finis.
Une génération qui a compris que la vraie dépendance n'est pas seulement économique, mais mentale. Que tant que l'on pense que rien de grand ne peut naître chez soi, on reste condamné à consommer ce que les autres produisent. En reconquérant le désert, ils ne cherchent pas seulement à produire du blé, des légumes ou du fourrage. Ils cherchent à produire un récit nouveau, celui d'une Algérie capable de se projeter dans le futur autrement que par le prisme du pétrole et du gaz. Ils ne réclament pas des subventions comme une fin en soi. Ils réclament du temps, de la stabilité, et surtout de la confiance. La confiance d'un État qui cesse de voir l'initiative comme une menace potentielle. La confiance d'une société qui cesse de regarder ceux qui s'éloignent des sentiers balisés comme des marginaux ou des rêveurs irresponsables. La confiance que leur travail ne sera pas balayé par une décision arbitraire ou un retournement administratif imprévisible. Ils demandent moins d'assistance que de cohérence. Moins de discours que de continuité. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si ce projet va réussir ou échouer selon des critères purement économiques. Peut-être que la vraie question est plus profonde, plus dérangeante, presque intime. Sommes-nous, collectivement, prêts à accepter que l'Algérie change de visage, quitte à ce que ce visage ne ressemble plus à ce que nous avons toujours connu? Sommes-nous prêts à accompagner cette transformation, non seulement par des politiques publiques, mais par un changement de mentalité, par un respect réel pour ceux qui bâtissent loin des projecteurs? Car derrière chaque champ cultivé dans le désert, ce n'est pas seulement une récolte qui pousse, c'est une autre idée de la nation qui prend racine, lentement, obstinément, comme pour nous forcer à regarder au-delà de ce que nous croyions immuable. Et si, au fond, l'Algérie n'était pas simplement en train de mettre en place une politique agricole parmi d'autres, mais de dessiner une nouvelle forme de puissance mondiale, plus discrète, plus durable, fondée non plus sur l'énergie fossile que l'on épuise, mais sur la capacité à nourrir, à stabiliser, à protéger la vie elle-même? Et si la véritable richesse de demain ne se mesurait plus en barils extraits, mais en peuples capables de manger ce qu'ils produisent, sans dépendre des humeurs des marchés ni des crises géopolitiques lointaines? Dans cette Algérie qui glisse lentement mais résolument de l'économie de rente vers une économie de bâtisseurs, où la terre redevient un pilier de souveraineté et non un simple décor, la question n'est peut-être plus de savoir si ce mouvement est possible. La vraie question est ailleurs.